Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire donc MS Santé dédié aujourd'hui au DAC. Petit rappel des bonnes pratiques avec cette petite musique d'ascenseur incroyable. Comme d'habitude, vous allez recevoir le replay par mail dès la fin de la session. On le mettra en ligne avec le support de présentation. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans l'onglet questions parce qu'on va être un peu nombreux aujourd'hui, donc on ne passe à côté d'aucune question. Voilà. C'est à peu près tout et je passe la main à nos intervenants pour le webinaire. Bon courage et bonne présentation. Merci Elodie. Bonjour à tous. Et donc juste pour rappel pour les intervenants, vous pouvez passer vous-même les slides. Tout à fait. Hop. Donc, les bonnes pratiques vous ont été rappelées par Elodie. Vous posez bien vos questions dans le chat. C'est ça, pour qu'on puisse y répondre à la fin quand on aura terminé la présentation. Et vous aurez un replay et le kit de communication DAC qui seront envoyés par mail après la réunion. Hop. Et notez bien que le webinaire est enregistré. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Mehdi Zine, qui fait partie de l'équipe médico-sociale et qui va co-présenter avec moi ce webinaire spécifique DAC qui nous réunit. Donc, pour petit rappel, l'Agence du numérique en santé, c'est 3 missions, un rôle de régulateur, un rôle d'opérateur et un rôle de promoteur. Donc, ces informations, vous les avez certainement déjà vues, je ne vais pas m'attarder dessus. En tant que professionnel du médico-social et du social, essentiellement, ce qui nous est remonté, ce sont des besoins d'obtenir des résultats de biologie médicale ou de compte-rendu de consultation pour les patients, de transmettre également des photos de plaie. Voilà, ce sont des choses dans des suivis qui sont nécessaires et ce sont des exemples, non exhaustifs bien sûr, mais qui nous sont remontés du terrain par rapport aux besoins qui ont été exprimés. Donc, il y en a plein d'autres. Là, c'est vraiment non exhaustif. Donc, on va passer sur la présentation générale de MS Santé. N'oubliez pas de poser vos questions. Au fur et à mesure, soit on y répondra au fur et à mesure pour certaines, soit vraiment à la fin, comme je vous l'ai présenté au tout début. Donc, MS Santé, c'est quoi? C'est un ensemble de messageries sécurisées qui permettent aux professionnels habilités d'échanger des données personnelles, dont les données de santé, et ce, de manière dématérialisée et structurée. Donc, c'est un espace de confiance qui permet de partager ces échanges et de données de santé conformément au cadre légal qui est précisé, bien sûr, dans les référentiels MS Santé. Comme vous devez le savoir, c'est vraiment MS Santé assurer la sécurité de vos échanges de données personnelles de santé entre professionnels habilités, favoriser l'interopérabilité également et permettre un gain de temps pour ne pas avoir à recopier ou dupliquer les documents que vous voulez échanger. Donc, l'espace de confiance, qu'est-ce que c'est? Ce sont 3 piliers. La liste blanche, donc c'est la liste des opérateurs gérés par l'Agence du numérique en santé, dont les domaines de messagerie sont autorisés à échanger des données dans l'espace de confiance MS Santé. L'annuaire MS Santé, c'est le référentiel des professionnels enregistrés par leur autorité compétente. Et enfin, les 2 référentiels qui reposent sur les standards de l'Internet et de la messagerie afin d'aider les industriels, les établissements et les institutions à développer leur offre. Voilà. Les acteurs, donc les acteurs qui sont concernés sont les professionnels habilités qui échangent des données de santé en utilisant MS Santé par webmail, client de messagerie ou l'application mobile, et les opérateurs qui peuvent être à la fois les établissements de santé ou un tiers. Ça, on va revenir dessus. Les finalités de l'échange, donc c'est cadré par l'article R1110-4 du Code de santé publique qui définit à la fois les échanges de données de santé qui doivent avoir lieu entre les professionnels habilités par la loi, que ce sont les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social du patient,
et puis que les patients doivent bien sûr être informés du fait que l'on échange leurs données de santé. Les principes et valeurs ajoutées de l'AMS Santé, eh ben, en fait, l'AMS Santé, c'est quoi? C'est échanger dans un espace de confiance, entre un professionnel habilité A et un professionnel habilité B, des données de santé. Voilà, donc chacun doit avoir une boîte aux lettres MS Santé. Donc ça permet de se conformer aux obligations légales, ça favorise les échanges dématérialisés et ça facilite la coordination sur l'ensemble du parcours de soins. Qui peut rejoindre l'espace MS Santé? Ben ça, c'est cadré, il y a 2 articles de loi qui encadrent les échanges de données de santé et les professionnels habilités au sein de l'espace de confiance. Donc ce sont les articles L 1110-4 du Code de santé publique, donc là qui définit les modalités d'échange au sein de l'espace de confiance, et le second article qui est le R 1110-2 du Code de santé publique qui cite, lui, les professionnels habilités de santé capables autorisés à échanger de la donnée de santé. Je ne vais pas m'attarder dessus, c'est le principe global. Donc, quels sont les professionnels qui peuvent rejoindre l'espace de confiance? Donc, les professionnels de santé, que sont les médecins, les sages-femmes, les masseurs kinésithérapeutes, chirurgiens dentistes, infirmières. Ce sont également les professionnels à titre d'usage, comme les assistantes sociales, les psychologues, les chiropracteurs, les psychothérapeutes, les ostéopathes, et les professionnels du médico-social, dont la liste est non exhaustive. Bien sûr, les articles sont précisés du Code de santé publique qui permettent aux différents profils d'accéder à des messageries sécurisées de santé. Et en pratique, vous avez également des gestionnaires de cas et référents de parcours complexes, équipe médico-sociale APA. Il y a bien d'autres professions qui vont pouvoir être intégrées grâce à l'ouverture du portail RPPS+. Je ne vais pas vous donner tout le détail puisque tous ces éléments-là, vous les aurez, vous pourrez les consulter après ce webinaire, bien évidemment. Donc, il existe pour les messageries sécurisées de santé 3 types de boîtes aux lettres. La boîte aux lettres nominative, donc c'est celle-là en mon nom. Elle est accessible aux professionnels de santé et du social ou médico-social. Elle est associée à un numéro RPPS ou un numéro ADELI, en tout cas celui du professionnel, et ça c'est ma boîte en mon nom, la boîte nominative. La boîte organisationnelle, c'est celle qu'on appelle également la boîte de service. Donc là, c'est un service qui va être identifié. Vous avez les règles de nommage qui sont précisées. Ça peut être cardiologie, CHU de Pau, mssanté.fr, mais ça peut être un tout autre nom, bien sûr. Et puis, vous avez les boîtes aux lettres applicatives qui, là, sont plus à destination des outils que vous pouvez utiliser, et en particulier les outils d'envoi de masse. Donc, souvent, on les préconise pour les établissements de santé qui ont beaucoup de comptes rendus à transmettre, ou la biologie, les services de biologie qui ont des comptes rendus également, des bilans qu'ils envoient en masse. Donc là, vous avez quelques chiffres clés, les derniers du mois d'août. Donc au niveau des raccordements, ça c'est plus vous avez la partie sanitaire. Sur les ESMS, vous voyez, au mois d'août, on en avait identifié 9%. Bien sûr, c'est en cours d'évolution, puisque le déploiement se fait. Il y a plus de 6 millions de messages échangés au total, secteur tout confondu, que ce soit les libéraux, la pharmacie, le laboratoire ou les établissements de santé. Et puis, au niveau des professionnels de santé libéraux, il y a plus de 300 000 professionnels qui sont équipés aujourd'hui de messageries sécurisées. Alors, comment raccorder sa structure? Pour raccorder sa structure à MS Santé, il y a des questions essentielles que vous devez vous poser, qui sont: quels sont mes usages? Comment intégrer l'espace de confiance? Et qui peut m'accompagner? Donc, pour les usages, il faut bien cibler votre activité, bien définir vos pratiques pour savoir exactement ce dont vous allez avoir besoin. Comme pour la partie intégrer l'espace de confiance, il y a la possibilité de devenir opérateur, plutôt pour des grosses structures qui sont en capacité d'intégrer cette activité et mettre en place, du coup, de ce fait, sa propre solution, ou faire appel à un opérateur tiers et externaliser sa solution à MS Santé. Et puis, qui peut m'accompagner? Vous avez des partenaires divers et variés sur les territoires. Donc, il faut identifier, bien sûr, ces partenaires, comme les grades, par exemple, directeurs de la structure et autres partenaires.
Donc, quel est mon usage? Quand voilà, il faut vraiment spécifier vos pratiques pour vraiment plaquer en fait les déploiements en fonction de vos besoins. Bah, les messageries, c'est rarement un projet individuel, hein. Il y a vraiment, il faut associer les émetteurs, les récepteurs, tous les acteurs avec lesquels vous êtes aussi amenés à échanger. Alors déjà en priorisant vous, vos pratiques, et puis ensuite identifier quelles sont les pratiques en interne et en externe. Voilà. Donc, cibler les professionnels internes et externes concernés qui échangent, les processus actuels que vous avez et les processus cibles que vous envisagez, quelle est la volumétrie et la fréquence d'envoi, donc ça aussi c'est important pour voir si c'est pertinent d'avoir certains types de boîtes aux lettres, quels documents sont échangés, vraiment la nature et sous quel format, et quels sont les outils actuels que vous avez à disposition, donc c'est vraiment faire une cartographie de ce que vous vivez actuellement et définir le modèle organisationnel que vous voulez mettre en place, ça c'est essentiel. Donc pour ça, l'ANS met à disposition des fiches usage qui vous aident également pour vous orienter sur vos choix et sur vos pratiques à venir. Un exemple de fiche usage, comme ça se présente, donc ça c'est plutôt exemple d'appui à la coordination des DAC avec MS Santé. Donc ça vous allez retrouver, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais du coup ça reprend les principes, c'est fait avec du coup des acteurs de terrain également, hein, une DAC, des coordinateurs qui nous ont aidés à créer ces fiches usage. Il y en a d'autres, hein, il y en a sur le sanitaire également qui sont à disposition. Donc, comment intégrer l'espace de confiance? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs possibilités. Soit devenir soi-même opérateur MS Santé et mettre en place sa propre solution. Donc là, il faut vraiment c'est pour des structures ou des OG qui vont être en capacité de porter en fait l'offre opérateur. Donc, il faut vraiment être en capacité de le faire. Et sinon, c'est passer par un opérateur tiers. Et donc, là, vous pouvez utiliser les services qui sont proposés par un opérateur MS Santé qui est qui fait partie de l'espace de confiance, qui a également contractualisé avec l'ANS. Donc, comment intégrer cet espace de confiance? Donc, la première étape, c'est comment devenir opérateur, hein, on vous précise ici. Donc, il y a un pack opérateur qui existe. Il faut remplir certains documents qui sont précisés ici. Hein, ça, c'est des choses que vous pourrez avoir a posteriori. Et puis, il y a la possibilité aussi de faire appel à l'opérateur tiers et d'externaliser la solution, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, il y a une solution, il faut trouver la solution industrielle compatible ou la solution régionale, ça peut aussi être proposé en fonction de vos territoires. La deuxième étape, c'est initier la démarche de contractualisation. Et enfin, la troisième étape, c'est, si besoin, je commande également un lecteur de cartes, puisque vous allez pouvoir avoir des accès avec des cartes ou en fonction de l'outil, si tout est intégré, ce sera directement dans vos solutions. Alors, qui peut vous accompagner? En fonction de la taille de votre structure, hein, en tout cas du DAC, hein, vous avez des accompagnements, soit la DSI de votre structure de groupe ou votre référent. L'éditeur de votre logiciel métier également peut vous aider. Il y a des relais en région, hein, qui sont les grades, les fédérations de collectifs SI ou les organismes gestionnaires. Et puis, il y a les relais nationaux qui sont l'Agence du numérique en santé, la CNAM pour les EHPAD, et puis vous allez avoir les fédérations du médico-social. Voilà, je vais passer la main donc à Mehdi et à Kenza qui vont vous présenter ce kit que nous avons réalisé lors des ateliers avec les DAC pilotes. Peut-être qu'on va profiter pour voir quelques questions, comme on a un peu de temps. Je remonte, je pense que j'avais vu une première question. Autour de faut-il faire signer un consentement au patient ou se contenter d'un accord oral? Ça devait être lors de l'échange des données. Alors normalement, le consentement, hein, c'est le RGPD, ça doit être à la fois, enfin ça dépend, hein, il y a à la fois les documents, mais normalement le consentement il passe par ce biais-là. Mehdi, à moins que tu aies d'autres informations, mais pour moi non. Non, mais il est fait en préambule dès l'entrée. Oui, c'est ça. Hein. Dans sa prise en charge. Voilà. Il n'y a pas besoin de le refaire à chaque fois, on est bien d'accord. C'est pas en lien avec la MS Santé ou c'est de manière générale. On prend le consentement de la personne. Tout à fait. Autre question. Pouvons-nous avoir le détail de
1. Quels professionnels ont accès à une balle nominative? 2. À une balle orga? Autres, qui auront accès et à quoi avec le RPPS+. Alors, questions. ça c'est... Alors, je vais revenir du coup sur la slide, parce que je suis peut-être passée un peu vite, sur les professionnels habilités. Hop, je vais revenir à la présentation. Alors, pour les balles nominatives, ce sont les professionnels autorisés à échanger de la donnée de santé, et c'est vraiment les professionnels habilités qui sont cités dans l'article du Code de santé publique, le R1110-2. Voilà pour les professionnels qui sont habilités, qui vont avoir les balles nominatives. Donc, ça c'est bien spécifié. Et après, il y a la possibilité, en fonction, avec la balle organisationnelle, de donner accès à d'autres profils, comme les secrétaires, comme d'autres, en fonction de votre besoin. Est-ce que j'ai répondu à toute la question ou pas du tout? La balle nominative, oui. La balle orga, dis-moi si je me trompe, mais je l'ai lu il n'y a pas si longtemps sur le référentiel, c'est encore frais, que c'est au sein des établissements de faire porter un responsable opérationnel de la boîte organisationnelle, donc qui sera en responsabilité de la bonne tenue de la boîte, et ensuite on donne un accès qui est évidemment sécurisé et tracé aux personnes d'une unité, d'un service, d'un établissement pour accéder à la boîte organisationnelle, qui puissent envoyer et recevoir des documents. C'est ça, toujours sous la responsabilité d'un professionnel habilité, pour la balle organisationnelle, comme voilà, d'office. Et hop, troisièmement, autres qui auront accès à quoi avec le RPPS+. Et ça, en fait, c'est vraiment défini en fonction. Le RPPS+ va permettre non pas d'avoir une balle nominative, mais la possibilité d'être identifié et d'avoir un accès à une balle organisationnelle. Voilà. Le support de présentation vous sera transmis. Ça, en effet, il n'y a pas de souci. Okay. Quid de l'interopérabilité MS Santé AppyCrypt? Alors, c'est le cas pour la V2 d'AppyCrypt. Alors, oui, à la condition qu'on rentre dans l'outil et qu'on coche 2 cases spécifiques. Voilà, c'est-à-dire que AppyCrypt V1 ne répond pas au référentiel MS Santé. L'AppyCrypt V2 répond au référentiel MS Santé. C'est un cadre réglementaire qui est dicté. MS Santé, c'est ça, c'est pas une messagerie. Et donc, en fait, il faut rentrer dans l'outil et cocher 2 cases pour pouvoir être intégré dans la partie MS Santé et donc avoir cette adresse qui vous permet d'échanger dans l'espace de confiance. La particularité avec AppyCrypt. Peut-on transmettre d'autres documents que des données de santé via MS Santé, notamment d'autres données confidentielles, RIB, carte d'identité? Alors là, en fait, sur MS Santé, c'est de la préconisation, bien sûr, notez bien. Il est bien spécifié que ce sont des données personnelles, dont les données de santé. Voilà. Donc après, le contenu de vos échanges, c'est du droit privé. Donc, voilà. Si vous êtes dans l'espace de confiance, vous êtes sécurisé et vous pouvez échanger les données personnelles, dont les données de santé, au sein de cet espace de confiance avec MS Santé. Le RIB étant bien sûr pas de la donnée de santé. D'accord. Alors, avons-nous des EDL pour expliquer en quoi il vaut mieux passer par MS Santé que par Gmail? En fait, tout simplement, les professionnels de santé sont responsables des données personnelles qu'ils traitent et donc les usagers ou patients mettent à disposition. Gmail ne sécurise pas du tout les échanges. Ça ne rentre pas dans le référentiel MS Santé. Je ne sais pas si je réponds bien à votre demande. Normalement, oui. Alors, faut-il commander des cartes CPS pour tous les opérateurs identifiés au sein de notre DAC? Quid de l'inscription RPPS+, c'est automatique une fois la demande faite. Non, pardon. Pas forcément, c'est-à-dire que si vous avez une balle organisationnelle, il y a pas, voilà, les professionnels sont autorisés à accéder à la balle sans souci. Hop.
Pardon, j'essaye de faire en même temps les questions. Hop. Chaque médecin ou l'éditeur de pardon, alors ça, j'ai pas la question. Ça sert à rien. Ça doit être en suivant d'une autre question, Mehdi, si tu as vu. Tac, tac, tac. Je vais chercher. Arnaud, si vous voulez préciser le début. Voilà. Pour la mise en place de la passerelle de messagerie sécurisée MediMail, on me demande comme prérequis que mon hébergeur soit HDS. Je suis perdu avec Office 365 à Outlook. Alors, Office 365 à Outlook, là, il y a confusion. Hein, c'est-à-dire HDS, c'est hébergeur de données de santé. Donc là, ce ne sont pas, en fait, des hébergeurs. Outlook et Office 365 ne sont pas des hébergeurs de données de santé. Hop, ça, il faut normalement MediMail peut répondre à ces questions sans aucun souci. Produirez-vous un compte-rendu qui trace les questions et réponses SVP DAC 71. Le webinaire est enregistré, hein, ces éléments-là, tous seront accessibles après le webinaire en effet. Les professionnels des DAC rentrent-ils dans le cadre des habilitations? Eh bien oui, voilà, en fonction des profils, et comme c'est bien précisé dans le texte réglementaire R1110-2. Est-ce qu'Outlook sécurise les échanges? Eh bien non, Outlook ne sécurise pas les échanges, mais il est possible d'avoir MS Santé sur son portail Outlook. Je ne sais pas si c'est clair. Peut-on activer les micros pour préciser les questions? Non, malheureusement. Hop. Voilà. RPPS Plus donne-t-il accès à une balle nominative? Non, c'était tout l'intérêt. Eh bien, en partie. C'est-à-dire que, comme vous voyez que l'article du Code de santé publique est extrêmement précis, eh bien, il n'y a pas tout le monde, en tout cas, et ça, c'est vraiment fonction des pratiques pour la balle nominative. C'est en fonction de votre organisation. Est-ce que c'est pertinent d'avoir des balles nominatives pour tout le monde ou vraiment d'avoir de l'organisationnel? Alors, hop. On a les questions dans l'onglet questions également. Ouais, je regarde en même temps. Hop. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions et non dans le chat. Comme ça, on centralise tout au même endroit. Voilà. On fait les deux. Mais maintenant, si on peut aller dans le chat, dans les questions, oui. Ça, c'est fait. Alors, je réponds juste, il y a une question. Il y en a une autre qui est arrivée. Peut-on utiliser sa balle nominative pour adresser un mail à une personne qui n'a pas MS Santé? Non. Ce n'est pas le cas. Non, parce qu'en fait, l'espace de confiance, sinon on ne peut pas interagir avec une personne qui est en dehors de l'espace de confiance. D'où l'intérêt de cette notion de sécurisation d'échange, c'est que il faut être autorisé, donc identifié dans MS Santé pour pouvoir échanger dans un espace clos, dans l'espace clos MS Santé. C'est vraiment, enfin, c'est réellement, et c'est ce que vous voyez là sur la slide, c'est-à-dire que il faut avoir une balle MS Santé, que chaque profil ait une boîte aux lettres MS Santé, et qu'il est pour pouvoir échanger dans un espace clos. Alors là, c'est les petits pointillés, mais c'était vraiment pour marquer l'espace fermé. C'est comme une bulle, hein. Réellement, MS Santé, il faut, pour y rentrer, il faut être identifié, il faut être habilité, et une fois que vous êtes dedans, vous pourrez échanger. Je reviens juste sur une question de monsieur Éric Moreau. En quoi les services de protection des majeurs, de protection de l'enfance en milieu ouvert vont-ils être concernés par ce dispositif? On sort un peu des DAC, mais il n'y a pas de professionnels de santé dans ces services. Alors, comme Anne l'a rappelé, alors l'article qu'elle a indiqué va plus loin que les professionnels de santé. C'est les professionnels qui prennent en charge les usagers. Et donc, on retrouve notamment les professionnels du médico-social et du social. Et ça va leur permettre, et notamment au travers
du portail RPPS+, d'accéder à ce genre d'outils, dont notamment l'AMS Santé, pour les échanges qui concernent des données personnelles, dont les données de santé. Alors, Eric Moreau, je ne sais pas si je crois qu'on avait répondu, hein. Je n'ai pas entendu la réponse. En quoi les ESMS sans service de santé, service de protection des majeurs, de protection de l'enfance en milieu ouvert par exemple, vont-ils être concernés par ce dispositif? N'y a-t-il pas des professions? C'était ça, hein? Oui. La réponse, ouais. Donc ça, c'était bien ça. Hop. Alors, les principaux clients de messagerie, non, je ne vais pas vous les citer. En fait, ils sont accessibles, hein. Vous avez sur le site de l'agence santé.gouv, on peut vous mettre le lien directement dans le chat, Yacine ou Kenza, si vous voulez bien. Hop. Hop, hop, hop. Alors, bon, c'est un peu c'est pas forcément dans le bon ordre, hein, désolé, parce que chaque fois les questions changent. Mais alors, juste si nos éditeurs ne souhaitent pas être interconnectés avec MS Santé, logiciel dossier unique par exemple, y a-t-il une obligation légale? Alors, deux choses. De manière générale, un établissement, un professionnel a une responsabilité légale d'utiliser une messagerie sécurisée de santé pour échanger des données personnelles, dont les données de santé. Alors après, quelles que soient les messageries sécurisées, mais que ça soit au regard de la loi, du Code de santé publique ou du RGPD, il faut sécuriser les échanges. Et de deux, l'éditeur n'a pas d'obligation légale, mais dans le cadre du Ségur et des parcours de référencement des logiciels, et notamment sur celui-là du médico-social, on demande et on exige aux éditeurs du médico-social de pouvoir intégrer les fonctionnalités d'échange de documents au travers de l'AMS Santé. Mais cela, évidemment, il faut que l'éditeur soit intégré à ce référencement, et donc ça, il n'est pas une obligation. Et dès lors qu'il rentre dans cette phase de référencement, ça devient obligatoire pour lui. Alors, Eric, derrière, vous avez demandé, pouvez-vous expliquer la différence entre HDS et espace de confiance MS Santé? HDS, c'est l'hébergement de données de santé. L'espace de confiance ne fait pas d'hébergement. Il permet l'échange de données de santé. Alors, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions, mais on va peut-être avancer sur le kit à destination des DAC en tout cas. Alors, pour revenir, et après on pourra continuer à répondre aux questions à la fin, on peut revenir au DAC et le pourquoi, le pourquoi on travaille avec les DAC. Ça, juste pour rappel que c'était des travaux qui ont été faits l'année dernière pour préparer la généralisation de l'AMS Santé dans le secteur social et médico-social. Et les DAC, comme d'autres acteurs, ont été évidemment identifiés comme acteurs pivots dans lesquels leur équipement en AMS Santé est importante, étant donné leur position centrale de coordination des parcours, et notamment des parcours complexes. Et donc là, le besoin et voire même l'obligation de pouvoir échanger de manière sécurisée avec l'ensemble des acteurs qui l'entourent, que ce soit les structures hospitalières, les libéraux, les structures médico-sociales, les institutions comme d'autres acteurs. Donc pour permettre finalement à ce que le DAC réponde à cet enjeu et puisse être aussi porteur et puisse diffuser la communication autour de MS Santé, parce que finalement, si les DAC s'équipent, comme on l'a dit juste avant, il faut aussi que tous les acteurs autour soient équipés, parce qu'il faut être dans l'espace de confiance MS Santé pour pouvoir échanger entre deux acteurs. L'idée de pouvoir avoir travaillé sur des kits qui vont permettre d'aider les DAC à promouvoir, ou en tout cas à passer
les bons messages et nous, agences, pouvoir les accompagner dans ce rôle de relais. Donc, on a eu 3 phases, on a identifié 3 phases pour réussir cette mission-là. Une première qui était déjà de faire un état des lieux, finalement, du raccordement des DAC à la MS Santé, hein, donc savoir un peu finalement qui y a accès, qui n'y a pas accès, qui utilise, qui n'utilise pas. Donc, on a pris contact avec l'ensemble des régions pour connaître un peu où en sont déjà la constitution des DAC, hein, qui est en train de se monter, et avoir une cartographie un peu nationale de où cela en est, on verra juste après. Enfin, une deuxième phase sur la conception et l'adaptation de ces kits d'accompagnement. Donc, on a co-construit avec un certain nombre de DAC volontaires à vouloir travailler avec nous pour voir un peu qu'est-ce qu'on doit faire en fonction déjà de ce qui existe. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faut l'adapter? Est-ce qu'il faut aller encore un peu plus loin? Et ainsi aller sur la troisième étape, d'accompagner les DAC dans leur rôle de relais. Donc, leur mettre à disposition l'ensemble de ces documents qui vont être disponibles, les permettre de s'approprier à ces documents et pouvoir suivre toute cette nouvelle action qui vont se faire sur les territoires et sur la montée en charge de manière globale, qu'elle se fasse par l'ensemble de ces acteurs, mais aussi par les programmes comme le Ségur, de la montée en charge des usages de la MS Santé. Ah oui, c'est vrai qu'on peut changer sur la même slide, on est autonome. Juste pour revenir sur la première étape, donc on a envoyé à l'ensemble des régions, et donc là, on a eu quelques chiffres, alors qui ont une limite évidemment, parce qu'on a réalisé cette première étape en mars 2022, donc ça fait déjà quelques mois, donc ils ne sont plus forcément d'actualité. Donc on voit qu'il y a 57 DAC en cours de construction, 46 constitués à date de mars 2022 et 24 raccordés à MS Santé. Donc ça montre aussi que les DAC utilisent déjà, en tout cas sont déjà raccordés, ça ne présume pas forcément d'un usage, mais au moins d'un raccordement à l'AMS Santé. Donc on part déjà sur une base assez solide, et l'idée de pouvoir accélérer ce raccordement auprès de l'ensemble des DAC et qui puisse après évidemment promouvoir et pouvoir échanger. Finalement, si le DAC échange par MS Santé, ça incitera ceux qui ne le font pas déjà à se raccorder et à échanger avec le DAC par la MS Santé. Et auprès de l'ensemble de ces acteurs-là, on a eu 10 acteurs, 10 DAC volontaires qui ont eu la gentillesse de pouvoir travailler avec nous et co-construire avec nous l'ensemble des documents qu'on vous présentera par la suite. Juste très rapidement, une petite cartographie, ça montre un peu visuellement qui en est où et à partir depuis mars 2022. Donc voilà, on voit une disparité évidemment entre les régions. Alors il y a 3 régions qui n'ont pas répondu, donc on n'a pas forcément toutes les informations, et comme je vous l'ai dit, elles ne sont pas forcément à jour. Et pour vous présenter ce kit d'accompagnement, je pense qu'il n'y a pas mieux que Kenza qui a participé à leur construction pour vous les présenter. Je vais laisser, Merci beaucoup, Mehdi. Donc voilà, dans le cadre de nos actions pour les DAC, donc dans le cadre de la généralisation de MS Santé au médico-social, on a organisé des ateliers pour construire un kit d'accompagnement, comme a dit Mehdi. On a fait ça en mai de cette année. On a organisé 4 ateliers avec nos DAC volontaires. On a eu également un atelier de restitution avec l'ensemble des DAC. Et ce qu'il en ressort, et l'objectif aussi, c'était justement d'avoir un kit d'accompagnement avec une partie déploiement, donc vraiment pour aider les DAC à mieux comprendre MS Santé, à bien se raccorder, à avoir des usages concrets. Donc là, je vois qu'il y a une personne qui a mis les outils MS Santé dans le chat. En fait, nous, on avait effectivement des outils pour la partie sanitaire et pour la partie médico-sociale, mais qui n'étaient pas forcément adaptés à ce type de structure. Là, c'était vraiment pour que ce soit bien lié à leurs usages. Et aussi une partie communication pour aider les DAC à mieux communiquer sur MS Santé avec leurs partenaires, leur expliquer pourquoi c'est important d'avoir une messagerie sécurisée et avoir
tous les supports pour faciliter tout ça. Donc avant ces ateliers, on a envoyé un questionnaire de satisfaction pour déjà savoir ce qui allait et ce qui n'allait pas sur nos outils existants. Et pendant les ateliers, on a eu des travaux pour réaliser une cartographie des échanges, pour savoir exactement comment échanger les DAC, quel était son écosystème. Donc voilà, on a pu avoir une idée assez synthétique. Et on a défini des modalités de communication et de diffusion avec un sondage en direct. Je vais aller plus en détail dans les slides suivantes. Donc, ces ateliers-là nous ont donc permis de bien comprendre les besoins des DAC. Avec l'exercice de cartographie notamment, on a bien compris que les DAC étaient en interaction avec un écosystème bien élargi. Donc, non seulement avec des structures du sanitaire, du médico-social, mais aussi avec des structures institutionnelles. On a aussi vu que les moyens d'échange étaient globalement non sécurisés. Donc, bien qu'il y ait des DAC qui soient déjà raccordés avec MS Santé, là, aujourd'hui, à date, les échanges sont non sécurisés par mail ou parfois même par papier ou par fax. On a différents types de documents, donc pas uniquement de la donnée de santé, mais aussi des données personnelles, donc avec des données identité usagers et patients. Et concernant la volumétrie, donc là, il y a vraiment énormément d'échanges. Donc, on a des échanges qui sont quasi quotidiens avec beaucoup de partenaires. Voilà. Concernant aussi, nous, ce qu'on se demandait, on se demandait déjà on savait déjà que les DAC étaient au cœur de l'écosystème, qu'ils étaient en lien avec différents acteurs. On a bien confirmé pendant ces ateliers-là que les DAC étaient bien conscients de ce rôle-là et qu'ils étaient aptes justement à communiquer et à toucher plusieurs acteurs. On a aussi identifié des freins, donc un manque de connaissances sur MS Santé, sur les enjeux liés à la sécurisation des données, donc un manque de temps aussi parce que voilà, les DAC n'ont pas que ce sujet-là à traiter, mais ont énormément de choses à faire en parallèle, donc c'est pas forcément évident. Concernant aussi les actions de communication qui sont déjà en place, donc là encore, on retrouve de tout. Donc les DAC échangent beaucoup avec leurs partenaires, que ce soit par mail, par webinaire, sur les réseaux sociaux, par des instances institutionnelles, territoriales. Bon, il y a vraiment de tout. Donc l'idée, c'est pas de changer vos modes de fonctionnement, c'est vraiment de les adapter et de mettre en place une vraie stratégie de communication conjointe avec le GRAD. Parce que voilà, là aussi, c'est vraiment le GRAD qui accompagnera et qui déploiera qui fera toute la partie un peu stratégique. Vous, le rôle des DAC, c'est plutôt un rôle de communication et pas d'accompagnement. Donc, on ne demande pas aux DAC de faire des choses supplémentaires. Aussi, par rapport au retour qu'on a eu pendant les ateliers, on a pu identifier une meilleure manière d'adapter les supports. Déjà, de prime abord, on a vu que les supports étaient globalement adaptés sur le fond. Donc, tout ce qu'on avait comme outil existant était bon au niveau de ce qu'il y avait à l'intérieur. Par contre, il y avait le nombre de supports ne convenait pas forcément. On a énormément de choses qui n'étaient pas spécifiques aux besoins des DAC ou qui ne les concernaient pas directement. Le format aussi, bon, c'était toujours le même format, donc il voulait quelque chose d'un peu plus ludique, d'un peu plus visuel. Et on a aussi, des termes techniques qui devaient être mieux explicités. Et ça, c'est ce qui a été fait. Donc, on a adapté un peu nos kits et je vous mettrai le lien dans le chat. Les principales préconisations, on en a listé 6. Donc là, c'est des préconisations qui concernent non seulement le déploiement de MS Santé, mais aussi sa communication. Donc, bien insister sur les obligations légales liées à la sécurisation des données de santé, ça c'est avec les partenaires. Bien faire des travaux sur les cas d'usage pour orienter les partenaires entre les outils. Mettre en place des réunions spécifiques sur les outils numériques, donc avec un temps dédié à MS Santé. Travailler conjointement avec le GRAD, ça c'est vraiment très important.
Donc, qu'ils aient bien toutes les informations et qu'ils puissent vous aiguiller sur la partie un peu technique. Proposer des supports simples, pratiques qui répondent aux besoins du terrain. Donc là, c'est ce qu'on a essayé de faire notamment avec notre kit d'accompagnement pour vous faciliter la tâche. Et varier les formats de support pour bien répondre aux besoins, qui soient interactifs, plus agréables à lire et à comprendre. Et comme résultat, donc on en est là. Donc on a des outils qui sont déjà prêts. On a une fiche bonne pratique, donc qui va permettre au DAC de bien déployer MS Santé, de bien se raccorder et bien utiliser les messageries sécurisées. On a aussi un parcours interactif pour faciliter les choix des types de boîtes aux lettres. Donc là, on en parlait aussi également. Donc, c'est pour bien aiguiller les décisions au niveau des boîtes orga, boîtes nominatives ou peut-être même enfin surtout boîte orga et boîte nominative. Une présentation du cadre juridique, on en avait déjà dans nos précédents outils, mais là, c'est en format vraiment synthétique en 2 slides, donc qui vous permettra de communiquer directement. Un support qui permet de différencier les rôles des différents acteurs, donc pour bien comprendre quel rôle le grade a joué, l'ARS, l'ANS, pour pas qu'il y ait des incompréhensions des rôles des uns et des autres. Et des outils de communication, donc un bandeau mail, des flyers et affiches MS Santé. Donc ensuite, ce qu'on s'était dit avec les DAC avec qui on avait travaillé, c'est que ça serait aussi intéressant de proposer une FAQ, donc qui sera hébergée sur le site de l'ANS. Ça, c'est en cours. On aimerait aussi donc partager des vidéos de retour d'expérience. On a déjà un DAC identifié pour faire l'exercice. Et on a besoin aussi de votre participation. Donc, si jamais vous êtes d'accord, si vous utilisez déjà MS Santé, que vous avez déjà des choses à nous partager, n'hésitez pas, voilà, soit dans le chat de nous dire que vous êtes partant, soit en nous contactant par la suite directement. Et on aimerait aussi communiquer une méthodologie pour embarquer les partenaires. Et c'est un outil qui est en cours. Là, ce que je vous propose, c'est que, en plus voilà, des outils qu'on va communiquer, donc non seulement au DAC, mais aussi aux régions, pour qu'ils puissent avoir une visibilité sur ce qui est communiqué, de nous dire si vous avez d'autres besoins à part cela. Par exemple, est-ce que vous avez besoin de points récurrents, de questions-réponses? On peut mettre en place ça un peu tous les mois avec tous les DAC. On peut aussi proposer un accompagnement personnalisé. Donc là, c'est vraiment du cas par cas et selon les besoins et les demandes de chacun. On peut aussi mettre en place un groupe Teams de communication ou toute autre proposition, enfin, que ce soit un autre webinaire qui soit dédié à un sujet particulier, un atelier de travail en commun. Donc voilà, n'hésitez pas. Plus simple que le chat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé un questionnaire donc sur Google Forms que je vais vous partager là tout de suite. Voilà. Donc, c'est dans le chat. Vous pouvez y répondre en direct. Comme ça, nous, on récoltera toutes les informations. Donc, vous pouvez le faire soit en direct, soit par la suite. Comme ça, on aura les réponses des uns et des autres. Et j'enverrai également le questionnaire par mail pour les personnes qui l'auraient manqué ou qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui.
Alors, il y a des questions en fait qui sont dans la partie questions. Peut-on élaborer des listes de distribution dans la MSS avec la possibilité de gérer en interne? Eh bien oui, tout à fait. Sachant que gardez bien en tête que la MSS, c'est un référentiel. Donc, selon l'outil que vous avez à disposition, il n'y a pas de dégradation en fait de vos usages. Donc ça, c'est vraiment à voir avec l'opérateur et en fonction de l'outil que vous avez à disposition. La MS Santé, ça va permettre de cadrer et d'identifier les messageries voilà, qui sont éligibles à la MS Santé ou qui répondent au référentiel. Donc c'est là, la liste est sur le site de l'agence isanté.gouv. Comment connaît-on le degré de raccordement des libéraux de notre territoire? Pour savoir ça, en fait, il y a à la fois dans l'annuaire qui est à disposition grand public, sur lequel vous pouvez enregistrer et qui est en cours. Il y a des travaux d'ergonomie pour faciliter ça. Et puis, vous allez les retrouver. Une fois que vous serez enregistré dans la MS Santé, vous allez retrouver les adresses de ces libéraux, à la condition, bien sûr, qu'ils utilisent leur messagerie. Voilà. Sinon, ce sont des informations qu'il y a au niveau de la CNAM. Alors après, est-ce qu'elle les distribue, les communique? Je ne suis pas certaine. Quelle est la place de Réseau Pro du GRAD dans votre présentation? Alors, je ne maîtrise pas Réseau Pro. Mehdi, est-ce que tu as des informations sur Réseau Pro? Adeline, c'est dommage, je ne puis pas vous donner la parole, mais... Non, ça ne me dit rien du tout. Je vais chercher. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous ai mis à disposition à la fois dans la partie chat et j'ai également pour les éléments de langage. En fait, vous avez des modules de formation qui ont été travaillés. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de lire l'intégralité, mais voilà, au fur et à mesure, vous pouvez cliquer sur les étapes. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de contraintes à commencer par la fin ou autre, qui vont vous donner en fait des informations sur la messagerie sécurisée de santé. Ce sont des modules qui ont été retravaillés pour être accessibles et simplifiés pour tous, quel que soit le secteur d'activité et surtout pas uniquement le sanitaire. Voilà. Après, des éléments de langage ou des informations pour travailler avec les collaborateurs, ça fait partie de ce qu'il y a également dans les kits qu'on vous met à disposition, qu'on vous a mis à disposition et qu'on a créé, qu'on a travaillé avec les DAC pilotes, en tout cas sur ce projet-là. Alors, côté chat, il y a une question et ensuite une précision sur Réseau Pro. C'est un réseau social d'entreprise qui s'ouvre aux professionnels de santé et du social. J'imagine que s'il est proposé par le GRAD, il doit être conforme au niveau de sécurité qui est demandé lorsqu'on échange des données de santé, mais il faut voir si c'est un réseau entre professionnels. Enfin, on ne connaît pas très bien, donc difficile désolé pour la réponse, mais difficile de... Ouais. En fait, Adeline, si c'est un système qui est clos, c'est-à-dire qu'en tant que professionnel du territoire, vous avez des identifiants spécifiques pour y accéder et que vous êtes autorisé du coup à accéder, puisque bien sûr, je présume que les accès sont restreints, c'est pas ouvert grand public, il doit y avoir des conditions particulières. Si c'est vraiment dans un espace clos, il est sécurisé. Mais ça, seul votre grade pourra vous donner des précisions là-dessus. Qui répond aux référentiels de sécurité qui sont demandés, ça on ne sait pas. Enfin, on ne peut pas savoir. Et il y avait une question toujours de Monsieur Drahi. J'ai bien compris que Gmail n'est pas dans l'espace MS Santé. Les outils de Google sont-ils dans un espace HDS? Non. Alors, Google n'est pas, à ma connaissance, certifié. Alors, c'est une certification HDS, hébergement de données de santé. En fait, les hébergeurs de données, de manière générale, peuvent être certifiés à être hébergeurs de données de santé, comme Microsoft, ça a été évoqué juste avant. Il y en a plein d'autres. DocaPost, les établissements eux-mêmes peuvent aussi être certifiés pour ceux qui hébergent eux-mêmes leurs données. Donc, ça inclut un certain nombre de demandes d'un niveau de sécurité suffisant pour héberger ces données-là, et Google n'est pas du tout dans cette démarche-là, bien au contraire. C'est pas forcément l'outil le plus adapté pour échanger et stocker des données de santé, étant donné qu'ils ont une politique d'utilisation des données qu'ils hébergent qui n'est pas compatible notamment avec le RGPD ou avec les données de santé, enfin avec le code de la santé publique pour nous. Et c'est de même pour Teams. Enfin, pour Teams, c'est aussi la même chose. On ne doit pas échanger des données de santé
au travers de ces outils qui sont plutôt sur la destination des professionnels, mais lorsqu'on échange des données non sensibles ou personnelles. Qui est l'interlocutrice ou l'interlocuteur MS Santé pour échanger sur le DAC 49? Quel mail, contact de discussion? Eh bien, l'un d'entre nous. Kenza, Yacine, si... Oui, j'ai mis mon mail dans le chat, donc Très vous bien. pouvez passer par moi comme porte d'entrée, et voilà. Donc, vous avez mon adresse mail dans le chat, à 16h20 Alors, précisément. comment faire le lien entre les différents outils de messagerie sécurisés MS Santé, plateforme Zimbra, et Trajectoire ou Sphère? Alors, les messageries sécurisées de santé, MS Santé, c'est vraiment un référentiel. Quand vous avez des plateformes de e-parcours, c'est un espace clos avec des droits d'accès et des accessibilités qui sont identifiés en fonction des profils. Donc là où il ne faut pas avoir confusion, c'est que la MS Santé, donc le référentiel, va cadrer en fait les échanges. C'est vraiment le flux opérateur, comme vous avez Orange, Bouygues, SFR, j'en ai cité 3, c'est bon. En fait, ça, ce sont des opérateurs. Donc, ils vont transporter l'information que vous allez échanger avec l'extérieur. Donc, pour MS Santé, on est vraiment dans un espace clos qui définit. Donc, on va avoir plusieurs opérateurs qui vont être identifiés, autorisés à indiquer en fait qu'ils sont conformes à la MS Santé, au référentiel. Après, vous avez... alors, Trajectoire, est-ce que c'est Trajectoire ou via Trajectoire? Je ne sais pas. Mais là, du coup, c'est autre chose. C'est un outil d'orientation, donc qui est en effet également clos. Vous avez des identifiants mots de passe pour y accéder et il est accessible à certains types de profils, mais pas à tout le monde. Il n'est pas accessible, entre guillemets, tout professionnel de santé. Et après, sur les plateformes de parcours, comme je vous ai dit, il peut y avoir des outils intégrés d'échange, mais entre les professionnels qui sont autorisés à intégrer cet outil de parcours, et la MS Santé sera utile pour échanger avec les professionnels qui ne sont pas dans votre outil. Alors, il y a l'outil régional, voilà, il y a une ou autre, mais en tout cas qui ne sont pas intégrés dans cet outil pour échanger vers l'extérieur. Il y a une question aussi tout à l'heure sur la messagerie, les messageries instantanées. Là, il y a une notion de temporalité. Et puis, en fonction de la maturité également de l'outil que vous allez avoir, il y a des messageries instantanées qui vont vous permettre des échanges extrêmement poussés, à la fois de l'envoi de documents, ce qui pour certaines est possible, mais quand elles sont intégrées à un outil particulier, mais qui ne vont pas vous permettre de communiquer, par exemple, avec quelqu'un qui est à l'extérieur de la plateforme que vous avez à disposition ou de l'outil que vous avez à disposition. Là, j'espère avoir cadré un petit peu plus la notion de messagerie instantanée et le référentiel MS Santé. Pouvez-vous clarifier le lien avec les Pro Santé Connect et RPPS+? Alors, RPPS+, alors Pro Santé Connect, c'est un moyen de s'identifier. RPPS+, ça va vous donner, entre guillemets, un numéro d'identifiant qui va vous permettre d'avoir accès à d'autres éléments. Mehdi, corrige-moi si je me trompe, mais... Oui, voilà. c'est ça. En gros, le portail RPPS+, va permettre à des professionnels qui n'étaient pas éligibles à avoir un numéro RPPS. Donc, ça concerne notamment les professionnels du secteur médico-social, en officine, certains les préparateurs en pharmacie, qui n'avaient pas de numéro RPPS. Et ce numéro RPPS permet notamment d'accéder à la possibilité d'activer sa ICPS, donc c'est une version dématérialisée des cartes professionnelles de santé. Et donc, au travers d'une ICPS, on peut se connecter à ProSanté Connect, qui est un fédérateur, une authentification et qui permet d'accéder à un certain nombre de services numériques en santé, qu'ils soient régionaux ou nationaux en fonction de leur intégration à ProSanté Connect. Est-ce que c'est assez clair? Vous pouvez nous dire non. Hein. 19 commentaires de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai raté? Donc là, l'adresse mail, normalement, tu l'as donnée. Vous devez la voir. Les directeurs de structure domicile peuvent-ils s'inscrire au RPPS+. Alors, juste pour revenir à la question de Margot Jaboulet,
L'inscription RPPS+, il faut le voir en fonction du besoin. On n'inscrit pas automatiquement tous les professionnels, d'autant plus que je fais juste une parenthèse, l'inscription au travers du portail RPPS+, se fait par le responsable légal où il mandate quelqu'un, c'est-à-dire que c'est l'établissement qui va enregistrer le professionnel. Là où je ferai un exemple en parallèle pour les médecins, c'est l'ordre des médecins qui enregistre les professionnels. Dans le cadre du médico-social, il a été décidé que l'autorité d'enregistrement soit le professionnel, enfin soit le responsable légal de l'organisme gestionnaire ou de l'établissement dans lequel travaille la personne. Et donc après, qui peut s'inscrire? C'est en fonction du besoin. Est-ce que j'ai besoin d'accéder? Est-ce que j'ai besoin d'un numéro RPPS pour accéder à un certain nombre, enfin une ICPS, et donc à un certain nombre de services numériques en santé? Ça peut être l'outil interne, si l'éditeur a intégré ProSanté Connect. Ça peut être l'outil de e-parcours de sa région. Je peux avoir besoin d'un numéro RPPS si je suis identifié comme personne habilitée à échanger des données de santé, pour avoir une boîte aux lettres nominative, si mon opérateur peut me la fournir. Voilà, c'est en fonction du besoin. Donc c'est pas forcément qui, c'est quel besoin j'en ai et est-ce que j'ai besoin d'être enregistré et d'avoir un numéro RPPS. Donc il n'y a pas forcément besoin d'être professionnel de santé. Ce n'est plus... voilà. On sort de cette logique. Sur l'article de loi est pas récent, ça fait déjà quelques années qu'il est en place, mais là on met en place les outils qui permettent à tous les professionnels d'accéder à ces services numériques en santé. Alors Hélène, je vous ai mis pour l'HDS, parce que c'est un sujet très particulier, et en effet je pense que la réponse n'est peut-être pas suffisamment claire. Enfin là vous avez la liste des hébergeurs certifiés sur le site de l'agence isanté.gouv.fr. Donc là vous aurez les éléments de réponse à ces éléments-là. On n'est pas suffisamment expert pour vous donner tous les détails, en espérant vous avoir au moins donné l'accès à quelque chose de beaucoup plus clair pour vous. Voilà. Il nous fallait juste un petit peu de temps pour trouver tous les éléments. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme question? Alors, tac, tac, tac. Du coup, ça répondra également à la question sur les Baptiste. Je crois que c'était vous qui aviez posé la question. Non, Cyril Chaud, pardon, excusez-moi. Voilà. Baptiste aussi, ça complétera les éléments que vous avez croisés. Hop. Pendant combien de temps les échanges sont conservés dans les MSS? Alors, ce n'est pas MSS qui va conserver les documents, puisque ce n'est pas un outil qui héberge de la donnée de santé. C'est ses fonctions, en fait, ça y est, pardon, mon langage, des hébergeurs certifiés, mais voilà. Hop. Alors, est-ce que le RPPS+ est déjà ouvert aux inscriptions des professionnels médico-sociaux et sociaux pour le directeur une fois la contractualisation passée avec l'ANS? Mehdi? Alors, le portail RPPS+ est fonctionnel. Son déploiement va dépendre de chaque région. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir son grade ou son ARS. Mais dès lors que le déploiement est en train de se faire et que, évidemment, comme vous l'indiquez bien, vous avez passé la phase de contractualisation avec l'ANS, vous allez pouvoir enregistrer vos professionnels. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne viens pas à qui c'est attendre. Hop. Alors, la procédure pour demander les CPS est-elle expliquée pour les DAC? Assez complexe à remplir quand on ne connaît pas le langage ANS. C'est clair. Et pour la demande de carte, en fait, vous allez trouver les éléments sur le site de l'agence. Après, la clarté, malheureusement, ce n'est pas nous qui sommes en charge de ces éléments, mais
Vous allez les retrouver. Alors, vous avez normalement sur juste le temps de retrouver pour le RPPS+, il y a eu un guide qui a été fait pour aider à la contractualisation. Vous retrouverez ça sur le site e-santé.gouv.fr. Je vais essayer de le retrouver très rapidement au cas où il y a d'autres questions. En attendant. Bon, sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous et je vous renverrai directement. Ça sera peut-être plus simple. On est toujours sur HDS. C'est un sujet qui affole. Après, c'est les lieux là où il y a des questions à se poser en fonction des choses. Vous avez dû entendre parler des attaques cybersécurité et de plein d'autres choses comme ça. Comment ça s'appelle? C'est pas AVS, comment ça s'appelle déjà dans le nord de la France qui avait OVS, ça doit être ça. Enfin, après, tout dépend du lieu. OVH, merci. Comme quoi, j'y suis pas. Tout dépend du lieu de stockage. C'est que là, vous citez que ce soit Microsoft ou Google, donc ne sont pas français. Merci. Là, tout de suite, j'ai eu 2 réponses en même temps pour OVH. Merci beaucoup. En tout cas, pour tout ce qui va être Microsoft et Google, les serveurs qui vont servir pour le stockage du coup des données de santé ne seront pas sur le territoire. Donc, il y a ces notions-là aussi. Voilà. Merci. C'est exactement ce que dit Baptiste. Les HDS français, donc là, vous allez retrouver les éléments, vous permettent, alors je ne parle pas pour eux, mais d'avoir une sécurisation de la donnée sur le territoire sans risque d'extraction de données ou d'analyse, en fait, par des tiers, comme ça peut être le cas avec Microsoft et avec Google. C'est l'exemple, je peux vous donner l'exemple, par exemple, de WhatsApp, qui est souvent utilisé en messagerie instantanée, parce que c'est dans les pratiques. WhatsApp, par exemple, quand vous allez échanger des informations sur cet outil, il faut savoir que les messages ne sont pas sécurisés et donc le fournisseur va rentrer dans les messages pour vous faire des propositions. Donc, ce n'est pas des propositions commerciales. Donc, ils vont rentrer dans vos échanges. Voilà, il n'y a pas de respect en fait entre guillemets de l'espace privé des échanges. C'est pour ça que WhatsApp vous met. Alors, ok, c'est l'outil le plus simple parce que vous l'avez tous, mais le problème de WhatsApp, c'est ça, c'est que ça ne sécurise pas vos échanges du tout, bien au contraire. Et oui, voilà, Baptiste, comme vous le dites, ça appartient à Facebook. C'est un ressenti. Est-ce que, hop là. Je vois que ça fait réagir. Hop. Pouvez-vous confirmer que les DAC vont avoir un numéro finesse pour répondre à ces enjeux? Oui, et encore oui, c'est en cours. Tout à fait. Hop. Signal et Telegram. Et bien, Signal et Telegram, en fait, ce sont des solutions qui numérotent. Donc, à la différence, par exemple, alors vous avez Olvid, je ne veux pas, comme ça, j'en ai cité plus de 3. Ouf, ça y est, je ne fais pas d'usage utilisé. En fait, il y a ces notions de chiffrement qui font que vous ne rentrez pas vos données personnelles. Et en fait, il n'y a pas de stockage de vos données. Vous avez le cas sur, alors je ne sais plus si c'est Signal ou si c'est Olvid, où en fait, on vous demande de rentrer un code tous les 28 ou 29 jours. Donc là, en fait, il n'y a pas de stockage de données et du coup, comme vos messages sont chiffrés, il n'y a pas de risque, en tout cas, d'intrusion ou de piratage. Voilà. Agréé HDS, ça veut dire que vous pouvez héberger de la donnée de santé dans un environnement sécurisé, mais ça ne signifie pas que Gmail ou Drive ou autres sont HDS. Tout à fait, Thierry, sans jeu de mots. Alors, tout à fait, Eric, vous pouvez encore avoir une question. L'utilisateur refuse d'utiliser MS Santé en disant que Google est sécurisé parce que Google est HDS. En fait, Google ne répond pas au référentiel MS Santé. Donc, il ne répond pas aux préconisations. Et donc, voilà.
ça ne répond pas, en fait, en tout cas, aux préconisations des référentiels MS Santé. Nous avons déjà des finesses pour les DAC, il faut demander aux ARS respectives. Et pas que, parce que les finesses, maintenant, reviennent à l'Agence du numérique en santé, et vous pouvez toujours passer par vos interlocuteurs, en effet, en ARS, qui vous transmettront les bonnes informations au bon moment et au bon endroit. Ensuite, peut-être mettre les drapeaux à côté des hébergeurs pour signaler leur nationalité. Eh bien, Stéphane, voilà. Je vais... Hop. Non, en effet, on ne parle pas de cybersécurité. L'ANS distribue les finesses au DAC. Hop. Ce sont les ARS qui attribuent le finesse au DAC, et non pas l'ANS. Toujours. Hop. On arrive au bout des questions. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Si tu veux conclure, Anne. Oui, je peux conclure. Il faut prévenir aussi Élodie. Du coup, mais merci, super. Merci en tout cas pour votre participation. Le sujet a débordé quand même de la partie présentation des DAC et du plan de généralisation qu'on a aujourd'hui. On espère avoir au mieux répondu à vos besoins, et n'hésitez pas à nous renvoyer en tout cas des messages via Kenza qui vous a mis son adresse mail à disposition si vous avez d'autres réponses. Merci Grégory. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Et donc oui, vous avez l'adresse de Kenza dans le chat. Voilà. Il n'est vraiment